Voilà, je vais juste souhaiter la bienvenue à l'AFG, Dominique Pignot et moi-même, et puis il y a peut-être d'autres permanents d'AFG qui sont là. Enfin voilà, nous souhaitons la bienvenue à l'AFG, mais ce n'est pas. Je suis content de vous accueillir, mais ce n'est pas une manifestation AFG, donc merci de nous avoir proposé de vous accueillir, et je vous laisse. Mais c'est une bonne marque AFG, hein, c'est peut-être pas ça. On avait cherché, je me souviens, un nom qui se prononce, le monde a gardé AFG. Ça commence par A, qui est déjà un mérite, mais je ne sais pas si ce sera dans le panel. C'est un bon branding, bravo. Non, il y a sûrement mieux, mais commencez par A, c'est une question. Merci beaucoup. Merci encore une fois à la Juve d'avoir accepté de recevoir l'Afterwork. Je ne sais pas où est Karine. Pas là. Bon. Elle ne me connaît pas. Bon, Si c'est là, je pense que c'est la 12e édition de l'Afterwork de cette année. On a démarré en mars 2014. Il y a 2 ans. Ouais, bientôt 2 ans. On a commencé, pour ceux qui étaient là, dans un bar espagnol, une bodega à 15, en train de parler des réseaux sociaux. On n'était pas 15. Hein? Pas 15 parce qu'on avait quand même beaucoup d'amis. On était 30, voilà. Solidaires. Avec nos amis essentiellement. Et puis, il y a eu du chemin. On voit qu'après 2 ans, finalement, l'événement prend petit à petit dans la communauté et de l'asset management au sens large. C'est un vrai plaisir de vous réunir. On essaye tous les 2 mois. Je ne vous cache pas que c'est un peu de travail, mais on essaye. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pourquoi le thème? Pourquoi le branding, finalement? Pourquoi parler du branding aujourd'hui? Je fais régulièrement une revue de presse sur l'asset management pour alimenter mon compte Twitter, pour ceux qui me suivent. Je constate en gros que 95% aujourd'hui des news que publient les sociétés de gestion concernent essentiellement leurs produits, bien sûr. Le mercato RH des sociétés de gestion, tel géant, senior, de telle maison à telle maison, bon, très bien. Et puis des études économiques, par-ci, par-là, je commente la BCE, je commente tel mouvement de marché, très intéressant. Mais finalement, dans leur communication, les acteurs ne parlent finalement assez peu d'eux-mêmes. Qui ils sont, quelles sont leurs spécificités, quelles sont leurs différences surtout par rapport aux autres asset managers. Donc on a pensé avec Karine et moi que c'était un bon thème finalement de discussion tous ensemble sur le branding des sociétés de gestion. Donc pour parler du branding, on a réfléchi à quels étaient les meilleurs intervenants pour pouvoir le faire. On voulait une société de gestion. On a eu David. Merci d'avoir accepté. Tu veux te présenter? Il faut le brancher ici. Bonjour, oui, donc je suis David Calfon, président fondateur de la société de gestion Amaïka Asset Management, société de gestion qui a été créée il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Et on a réussi à se faire un petit peu remarquer par notre présence sur les réseaux sociaux, puisqu'on a commencé à être actif sur les réseaux sociaux au nom de la société en 2013. On a souhaité aussi avoir une professionnelle de l'image de marque et du marketing des sociétés de gestion. Alors on a demandé à Charlotte si elle voulait bien nous donner son point de vue. Alors, moi, je travaille chez Amundi ETF Indexing Smart Beta. J'ai travaillé pendant 10 ans à la tête des relations presse d'Amundi Group World et j'ai pris les fonctions de branding et marketing digital pour ETF Indexing Smart Beta il y a 2 ans. Et il nous fallait un professionnel de la com. On a donc demandé à Florent s'il voulait bien s'exprimer sur ce thème. Alors, pour ma part, je suis directeur associé de l'agence de communication Fargo, donc non fondateur pour ma part, puisque l'agence a été créée il y a 10 ans et je l'ai rejointe il y a 2 ans et demi, après avoir passé une dizaine d'années en tant que journaliste à l'AGFI. Première question pour toi, Florent, en tant que professionnel de
communication et des médias, on va dire comme ça. Considères-tu aujourd'hui que les sociétés de gestion font suffisamment pour asseoir leur marque et parler de leur marque? Alors tu fais allusion à une communication bien souvent focalisée sur les fonds, et c'est vrai qu'on constate qu'une communication focalisée sur les fonds, c'est une communication qui n'est pas très efficace, qui bénéficie peu de retentissement. Communiquer comme le font pas mal de gestion sur un anniversaire, la collecte, des prix, n'offre pas un grand retentissement. Donc, à l'inverse, effectivement, pour fonder une image de marque, il nous semble qu'il faut communiquer sur ses expertises. Se créer une marque, une image de marque, c'est se créer dans l'univers des sociétés de gestion une image de marque sur des expertises bien déterminées. Alors, l'idée, c'est de se créer un statut d'expert référent sur quelques expertises qu'on a pu déterminer. Par ailleurs, ces expertises, elles doivent être personnalisées, c'est-à-dire que la société de gestion doit apparaître comme fondant son activité sur une équipe. On sait, effectivement, on a souvent parlé des gérants stars qui représentent une fragilité pour les sociétés de gestion, que ce soit un gérant salarié qui susceptible de quitter sa société ou même un gérant patron fondateur de la société qui n'a pas forcément vocation à maîtriser toute la palette des classes d'actifs dont doivent disposer les investisseurs à l'heure où les investisseurs sont à la recherche d'une diversification toujours plus grande de leurs investissements. Donc, communiquer sur des expertises, communiquer à travers différents porte-parole dont on crée une image d'expert référent. La difficulté quand on communique sur les expertises, c'est que les expertises un peu spécifiques n'offrent pas forcément une grande exposition, une grande notoriété. Donc on doit savoir aussi équilibrer sa communication, sans doute, entre des sujets, je dirais, médiatiques et puis des sujets plus pointus qui fondent une image d'expert. On voit en outre, peut-être encore trop, des sociétés qui, à l'inverse, effectivement, certaines sociétés vont beaucoup communiquer sur les fonds, mais d'autres vont beaucoup communiquer sur leur vision macro. Et finalement, communiquer uniquement sur des visions macro, c'est pas très différenciant. Effectivement, ça permet d'acquérir une notoriété, mais c'est pas très différenciant. D'autant plus, et communiquer également sur la localisation d'actifs, des classes d'actifs, c'est pas extrêmement différenciant. Et puis, faut avoir en tête, on voit encore trop souvent des sociétés de gestion qui communiquent spécifiquement, qui communiquent sur quelques classes d'actifs, en quelques lignes dans un article, de manière un petit peu plus superficielle, alors qu'elle s'adresse à un public, un lectorat investisseur, lui-même surinformé, qui lit les Échos, la GFI, Boursorama tous les jours. Et donc la communication sur des sociétés de gestion, elle doit informer, offrir véritablement une information. Bon, voilà, en quelques mots. Je ne sais pas si ça correspond à ta question, mais c'était ma réponse. On va dire qu'elle répond bien. Merci Florent pour ta vision. Je me tourne maintenant vers Charlotte. Peux-tu, Charlotte, nous présenter la stratégie de branding d'Amundi ETF et nous donner aussi ta vision sur, en général, le branding du marché? Alors déjà, je voudrais revenir sur le concept de branding. Le branding, avant tout, c'est la gestion de la marque ou des marques d'une entreprise. Et ce branding, ces marques, elles découlent forcément d'une vision de la stratégie d'entreprise. Et ça, parfois, dans les sociétés, alors petites, moyennes ou grandes, les dirigeants ne se posent pas suffisamment la question de quelle est ma vision, qui je suis, comment je me différencie par rapport aux autres acteurs. Alors il y en a pour certains qui sont
très simple, c'est-à-dire je suis un asset manager spécialisé dans la gestion des marchés émergents. Donc, voilà, le positionnement il est assez clair. Et puis ensuite, du coup, une marque, et les marques fonctionnent un peu en modèle de poupée russe. Donc, en fonction de la taille de la société, on peut avoir la marque du groupe, ensuite la marque des filiales, ensuite la marque des expertises, la marque des produits si on souhaite communiquer sur une véritable marque produit, et puis des marques annexes de type la marque employeur, les relations investisseurs, etc. Donc en fonction de la taille du groupe, on va avoir différentes gestions de marques. Et chez les asset managers, la com et le branding, en général, se situe plutôt au niveau soit des sociétés, c'est-à-dire que la société de gestion va parler de ses capacités à gérer, ou plutôt, comme le disait Florent, des produits. Et on connaît quelques grandes sociétés de gestion qui ont focalisé, on va donner l'exemple de Pimco par exemple, qui avait focalisé sa com autour de Bill Gross. Enfin, on a tous vu ce qui s'était passé au moment où Bill Gross est parti. On connaît aussi d'autres sociétés de gestion qui ont communiqué essentiellement sur un seul produit. Et en cas de retournement de marché, on sait tous qu'un produit, à moins de connaître, d'avoir la cabale, et on sait qu'elle n'existe pas sur les marchés, il y a un moment où le produit se retourne et on tombe à l'eau, comme le disait Florent. Donc moi, chez Amundi, je gère 4 marques. Une marque corporate, qui est ETF, Amundi ETF Indexing Smart Beta. 3 marques expertise, Amundi ETF, Amundi Indexing et Amundi Smart Beta. Celle sur laquelle on utilise le plus de canaux de communication, c'est Amundi ETF. Et ensuite, avec ces marques, on joue sur tout le spectre de communication, c'est-à-dire que la marque, on va l'insuffler à travers aussi bien le template de ses PowerPoint, que la façon dont on va briefer ses gérants lorsqu'ils s'expriment pour la marque, avec des messages clairs et qui drive justement tout le business, parce qu'il ne s'agit pas qu'un gérant tienne un discours et un autre gérant un autre discours, sinon nos clients ne s'y retrouvent plus. Donc il faut avoir des axes très forts imposés, et c'est ce qu'on fait sur nos marques, et notamment ETF, on a une baseline qui est quand même assez terre à terre, qui est cheaper, smarter. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nos valeurs, c'est on est moins cher et on fait de l'innovation. Et la troisième, c'est la qualité des produits, mais ça on le vend plus en direct auprès de nos clients. Et comme je le disais, le problème aujourd'hui, essentiellement pour les asset managers, aujourd'hui dans ce que je vois au travers des communications de mes concurrents, etc., c'est qu'ils ont tendance à être trop focalisés sur leurs produits, donc en marque push, c'est-à-dire qu'on va être essentiellement dans la vente. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des conditions où nos clients ont tous souffert de la crise financière. Ont maintenant 70% des investisseurs retail vont sur Internet avant de choisir un produit financier, et donc ils ne vont plus chercher les produits de la même façon. Et si on regarde un peu la communication des gros asset managers américains, ils ne sont plus dans la promotion de leurs produits, mais interpellent le client sur quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin est-ce que vous souhaitez financer un projet? Est-ce que vous souhaitez financer votre retraite, etc. Et donc, aujourd'hui, je trouve que les asset managers ne sont pas suffisamment dans cette démarche de se dire « Ok, mon client, il est comme ça, quel est son besoin et comment moi, spécifiquement, quelles sont mes valeurs pour répondre à ses besoins ?» Merci Charlotte. Merci Charlotte. David, quelle est ta stratégie de branding d'Amaïka? Alors déjà, je suis très embêté parce que je ne suis pas un professionnel de la communication. Non, mais tu es un dirigeant de société de gestion. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on a commencé à utiliser les réseaux sociaux, lorsqu'on a décidé de s'y lancer, je ne pense pas qu'il y avait une stratégie derrière. Il y avait un besoin. Et le besoin, il était très clair. On savait qu'on était la société de gestion numéro 600 et quelques. Enfin, déjà,
là, ça pose les bases du débat. Qu'au démarrage, au premier jour, on avait la chance, je pense, d'avoir 30 millions d'euros, ce qui est ridiculement faible et petit. Et comme tous ceux qui, dans la salle, ont lancé des sociétés ou se sont lancés un jour dans l'entrepreneuriat, on n'avait pas des masses de moyens. Donc, le premier truc qui nous est venu à l'idée, c'était de dire, bon, il va falloir qu'on se fasse connaître. On n'a pas de track record sous le nom d'Amaïka Asset Management. On a des fonds, mais qui sont tout petits. Et on n'a pas des masses d'argent. Comment on fait? Alors, première option, c'était, on fait de la pub. Non, c'est pas possible, on ne peut pas faire de publicité, ça coûte trop cher. Bon, ça c'est réglé. Deuxième solution, si on ne fait pas de publicité, pour se faire connaître, bah, c'est facile, hein, il suffit de prendre une armée de commerciaux, et puis on les lâche sur les routes de France, et c'est super. Là aussi, il y a un petit problème de moyens, des commerciaux ça coûte cher, et puis en plus, imaginez un commercial qui arrive chez Amaïka Asset Management il y a 4 ans, il n'y a pas de track record, il n'y a pas de taille de fonds, etc. Donc les pauvres, je n'ose même pas imaginer la déprime que ça aurait été pour eux. Donc déjà, ça aussi, on l'a mis de côté. Alors après, il y a ce qu'on savait faire. Je reviens un petit peu sur le thème des expertises. Et il y a des choses, en fait, effectivement, on avait certaines expertises de marché, des classes d'actifs qu'on maîtrisait bien, et comme on est un peu passionné par notre métier, sinon on n'aurait jamais lancé cette société, on aime beaucoup écrire, et on aime écrire et produire du contenu. Donc on s'est dit, bah, tiens, on partage ce contenu, déjà, il y a peut-être quelque chose à faire, et peut-être que petit à petit, on va arriver à se faire connaître. Et je pense qu'on a eu la chance de faire ça, donc c'était déjà... donc ça a été un peu long, hein, parce qu'au démarrage, Twitter, moi je ne suis pas né avec, hein, j'ai adopté le langage il n'y a pas longtemps, donc je lance d'abord mon compte personnel, je teste, je regarde un peu comment ça marche, comment ça réagit, puis une fois que je suis à peu près confortable, on lance le compte professionnel. Voilà, donc on a commencé à instaurer et à distiller du contenu en se disant voilà, on va se faire connaître par le contenu qu'on produit, par nos vues. Alors on a réussi maintenant à instaurer un petit peu des rendez-vous. Ceux qui suivent le compte Amaïka Asset Management savent que le lundi, il y a notre point hebdo qui sort, il y a notre vue, on sait ce qui s'est passé dans la gestion de nos fonds, on est assez transparent. Au fur et à mesure, effectivement, on tombe peut-être dans le travers de toutes les autres sociétés de gestion qui, effectivement, on commente l'actualité économique, on dit ce qu'on en pense, on va commenter des chiffres, on va commenter des mouvements de marché, on parle de fonds, et très clairement, je réalise à vous écouter qu'il y a une chose qu'on ne fait pas du tout, c'est parler de notre société. Pourtant, on a 2 valeurs qui sont fondamentales, qu'on a écrit en gros sur notre site internet, c'est le pragmatisme et l'humilité. Et je pense que ces 2 valeurs, elles sont très connues des 6 collaborateurs qui travaillent avec moi chez Amaïka Asset Management, elles sont complètement partagées. En revanche, je ne sais pas si beaucoup de gens sont au courant que ce sont nos valeurs. À mon thème, bel axe de progression. Humilité et pragmatisme. Charlotte Amundi aujourd'hui est un acteur global, présent sur tous les continents quasiment. En matière de branding, est-ce qu'aujourd'hui vos messages sont globaux ou alors adaptés à chaque pays, à chaque zone géographique? Alors là, c'est pas propre à l'asset management, encore une fois. Les grands groupes internationaux, en général, adoptent tous la même stratégie, ce qu'on appelle en com la glocalisation, ce qui veut dire think global, act local. Pourquoi ça? Et c'est spécialement vrai dans l'activité de la gestion d'actifs. Déjà parce que il y a la prise en compte des réglementations locales. Donc en Europe, même si on est tous réglementés à peu près par MIFID, la mise en œuvre de MIFID est différente d'un pays à l'autre. On a le droit de dire globalement la même chose, mais par exemple, saviez-vous qu'aux Pays-Bas, on est obligé d'avoir un gros tampon avec le niveau de risque
sur les pubs et le tampon, il est gros. Donc, pour gérer une pub, c'est un peu différent. Et puis après, on arrive sur d'autres marchés, typiquement comme l'Asie, où le disclaimer ne va pas se trouver à la même place. À Hong Kong, il se trouve en haut. Donc là aussi, c'est une manière de gérer différemment. Le disclaimer à Hong Kong, les caractères du disclaimer doivent être aussi gros que l'accroche. Donc là aussi, c'est une gestion un peu différente, etc., etc. Donc la réglementation, c'est la première chose. Ensuite, la culture locale. Ça va être peut-être très bête à dire, mais il y a des pays où l'ironie ne marche pas du tout. Donc si vous essayez de faire de l'ironie en Allemagne, parfois vous n'allez pas avoir la même réponse de vos clients sur une même campagne de pub. Donc nous, alors bon, j'ai travaillé pour Amundi avant, mais qui effectivement est présent sur quasiment l'intégralité des continents. Sur, par exemple, Amundi ETF, qui est une marque sur laquelle on communique sur plus de 10 pays, on retrouve un concept créatif qui va être plus ou moins le même, mais une baseline qui va être adaptée localement. Parce que, ce qui arrive très souvent quand on est français, parce qu'on a l'impression d'être le centre du monde, on traduit la baseline. Et le problème, c'est que dans les 3/4 des cas, la traduction, elle ne veut pas dire grand-chose, ou elle ne transmet pas le bon message, etc. Donc, typiquement, sur la dernière campagne que nous, on a lancée, en français, c'était « Il y a certains produits pour lesquels on préférait payer moins cher ». Donc là, vous retrouvez la valeur « cheaper » dedans. Et en anglais, c'est « Some things in life just shouldn't have to cost so much ». Donc c'est à peu près la même idée, mais véhiculée différemment pour transmettre le même message. Moi, ce que je fais quand je valide une créa, donc après avoir reçu les différentes pistes créatives, je les emmène dans chaque pays et je fais réfléchir tous les commerciaux sur ce que, en général, une agence créa vous rend 3 à 4 pistes et vous les testez pays par pays. Alors il y a des biais liés au fait que certains commerciaux sont plus sensibles à la communication, d'autres qui voudraient avoir des voitures et des avions absolument partout, parce que c'est performance. Donc on prend les avis de chaque commercial et ensuite on trouve une convergence entre l'intégralité des acteurs. Et c'est ce qui trouve en général le plus d'acquisition. Voilà. Localisation. David, tu nous as dit qu'aujourd'hui tu communiques essentiellement grâce aux réseaux sociaux. Comment t'y prends-tu concrètement ? De manière assez simple. J'ai un compte personnel, il y a le compte de la société. Et j'insiste, les deux sont bien distincts. Et même si mon compte personnel, c'est essentiellement des trucs de marché, je suis un peu ennuyeux, on ne se refait pas. Mais les informations ne sont pas les mêmes parce que je veux quand même qu'il y ait un intérêt pour la personne qui nous suit à suivre les deux comptes. Donc ce ne sont pas les mêmes infos et bien entendu, je me sens beaucoup plus libre dans mes commentaires compte perso que dans le compte de la société. En fait, dès qu'on communique avec un compte société, on est très vite confronté à un dilemme. Il faut trouver le bon compromis entre la réactivité, puisqu'on sait que les réseaux sociaux, c'est l'immédiat. Donc, commenter un chiffre 1 heure après, aucun intérêt. Voilà. Donc, il faut vraiment une certaine réactivité. Et puis, le problème, c'est si vous êtes super réactif, comment vous faites pour contrôler ce qui sort ? Et là, c'est un vrai sujet. Alors, c'est pas encore un vrai sujet chez Amaïka, parce que chez Amaïka, on est 6, on est tous dans la même salle, donc la communication, elle va très très vite. Mais j'imagine si déjà on était dans 2 pièces différentes, si tout le monde pouvait communiquer avec le compte de la société, si tout le monde avait l'accès pour publier ce qui lui passait par la tête à n'importe quel moment, on sait, et
notre monde politique nous l'a prouvé, à quel point un tweet pouvait faire des dégâts. Ah, les stagiaires. Voilà. Et on sait combien de temps on met à construire une réputation et une image, et on sait la rapidité avec laquelle on peut tout détruire. Voilà. Donc, il y a vraiment un besoin de contrôle qui est important, je dirais pas de contrôle, mais d'encadrement qui est important. Et au-delà de cette question d'encadrement pour l'image de la société, il y a quand même un aspect réglementaire aussi. Et là, bon, on a la chance d'être dans les locaux de l'AFG. Je ne peux que féliciter l'AFG de l'initiative qu'ils ont pris avec le guide d'utilisation des réseaux sociaux, parce que là-dessus, je suis convaincu, il faut être extrêmement vigilant quand on est société de gestion et qu'on communique à faire en sorte de bien respecter la réglementation. Il y a un principe simple que je vais citer, de nos autorités de tutelle, qui est de dire que la performance ne peut pas être le seul message d'une communication, d'une société de gestion. Voilà, c'est tout simple. Donc déjà, si on prend que ça, voilà, le tweet de 140 caractères pour dire que mon fonds, la semaine dernière, il a fait plus temps, déjà, je suis en dehors des clous. Et là où je pense qu'il faut être vigilant au niveau réglementaire, c'est que je pense que si la profession ne s'auto-régule pas, eh bien, l'autorité de tutelle va le faire. Et je vais caricaturer. Il n'y a personne de la l'AMF dans la salle. Mais je vais caricaturer. Si jamais une autorité de tutelle qui a été un peu énervée par une conduite déraisonnée de la profession, elle va simplement dire elle va rappeler qu'il faut des disclaimers à chaque fois qu'on communique, et que tiens, c'est marrant, en 140 caractères, ça rentre pas un disclaimer, et bien vous savez quoi, ça veut juste dire que Twitter, c'est pas le bon format pour communiquer. Donc fini, on ferme les comptes, on n'en parle plus. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut qu'il y ait ce compromis entre réactivité, mais une bonne sensibilisation des gens qui utilisent les comptes de la société pour justement savoir voilà, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, quelles sont les images que l'on peut donner, les informations que l'on peut donner, jusqu'où on peut aller, et voilà, comment on fait pour donner quelque chose de raisonnable et qui va convenir à ce que l'on veut faire de ces réseaux. Merci, c'est très clair. Dernière question pour Florent. Quel conseil pourrais-tu donner à une jeune société de gestion qui se lance pour positionner sa marque? Je prends des notes. Il faut que ma réponse soit spécifiquement dédiée aux jeunes sociétés de gestion. C'est une petite contrainte. Donc je pense en outre, finalement, toute société de gestion peut avoir une stratégie de communication qui est fondée sur les mêmes principes, chacun faisant ensuite avec ses moyens. En fait, au sein de l'agence Fargo, notre idée, c'est de faire en sorte que les sociétés de gestion puissent se muer en médias. Alors, c'est pas particulièrement original, hein, dans tous les secteurs économiques, les grandes sociétés se muent en médias, ont créé leur propre magazine. Donc, savoir se muer en médias, ça veut dire avoir une stratégie éditoriale, définir les expertises à promouvoir, en lien bien entendu avec les priorités commerciales, les hiérarchiser, parce qu'on ne peut pas parler de tout en même temps, identifier les porte-paroles, j'en parlais tout à l'heure, personnaliser les prises de parole, donc identifier les prises de parole, et puis définir un calendrier de prise de parole. Finalement, très franchement, s'organiser un peu comme un média, ça peut d'ailleurs passer bien souvent, idéalement, pour que les choses soient organisées par un comité éditorial mensuel auquel doivent participer les experts, les porte-paroles, évidemment les représentants du métier du marketing et du commercial, afin de définir
les prises de parole pour les semaines qui suivent, sachant qu'il y a des prises de parole qui peuvent être programmables parce qu'elles sont liées à des lancements de produits ou en tout cas des push produits à certains moments, des programmables également parce que l'idée c'est entre autres de commenter l'actualité, donc il y a des activités programmables comme dans notre univers une réunion de la Banque Centrale Européenne, les résultats, la saison des résultats annuels des entreprises. On peut se préparer à réagir à ces événements. Et puis il y a des événements non programmables, la chute des marchés au mois de janvier qui visiblement n'était pas vraiment programmée, mais qui doit être évidemment commenté, hein, puisque on n'intervient pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans des moments plus délicats pour rassurer les investisseurs, les clients investisseurs. Alors à partir du moment où on a défini ce programme de prise de parole, évidemment, on doit produire, hein, donc évidemment chacun peut soit produire, soit faire appel à des compétences externes, et puis on doit diffuser. Alors certains sujets sont pertinents pour être diffusés auprès des médias. Hein. Là, dans l'univers des relations médias, on diffuse auprès des médias, auprès des journalistes, et tous les sujets ne sont pas médiatisables. C'est-à-dire que les sociétés de gestion se heurtent à ces difficultés. C'est-à-dire que beaucoup de sujets qui leur paraissent tout à fait primordiaux n'intéressent pas, peu ou très peu, les médias. Ont un faible potentiel médiatique. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés de gestion veulent absolument pousser les obligations convertibles. Les obligations convertibles, c'est un produit formidable dans des marchés volatiles. En plus, sous Solvabilité 2, c'est très bien. Sauf que les journalistes intéressés par ce sujet à Paris, ils comptent quasiment sur les deux mains. Donc les relations médias, c'est pas tout. On peut se choisir quelques sujets médiatisables, et puis pour les sujets non à faible potentiel médiatique, il faut finalement désintermédier sa communication, faire en sorte qu'elle ne soit pas intermédiée par les médias, et puis aller encore un peu plus loin dans stratégie éditoriale. Créer des newsletters qu'on va diffuser auprès de prospects et clients, avoir une stratégie dynamique sur les réseaux sociaux. Bon, voilà quelques idées que nous avons et qui, me semble-t-il, peuvent s'appliquer aussi bien aux grandes sociétés qu'aux plus petites. Merci beaucoup, Florent. Avez-vous des questions? Je suis un petit peu... bonsoir, Juliette Bernou. En fait, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Je suis un petit peu étonnée que personne n'ait raisonné en termes de cible, notamment sur le branding, parce que je pense qu'à la base, il faut aussi se dire que le branding et la communication sur la marque s'adressent à une cible en particulier, et que de la communication, enfin de la cible, va dépendre également la communication. C'est pas pareil de faire du B2C et d'avoir aussi un positionnement en termes de communication de marque sur l'interne, parce que ça c'est quelque chose qui est très important également, c'est tous les sujets autour de la marque employeur. Je pense que la difficulté des sociétés de gestion aussi en termes de communication, c'est celle-là. Alors, tout à l'heure, quand je définissais le branding, effectivement, quand je parlais de vision stratégique, une société, quelle qu'elle soit, qui a une vision stratégique sans s'intéresser à sa cible, elle est mal barrée. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Et le premier pas, normalement, avant d'établir une vision stratégique ou une marque ou une campagne, c'est Know Your Client. Et on est un peu obligé de le faire grâce à MiFID. Et donc, toute vision de société doit se baser sur son marché. Et beaucoup d'études doivent être faites avant de vraiment se positionner. Et d'autant plus, c'est ce que je reprochais d'ailleurs à la plupart des sociétés de gestion, c'est justement de ne pas remettre dans leur communication le client au centre et son besoin. Donc entièrement d'accord avec votre commentaire.
Oui, en fait, je voulais prendre le micro pour dire que Charlotte avait exprimé une idée que je n'ai pas exprimée, qui me paraissait peut-être pertinente. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait communiquer sur les besoins des investisseurs, et ça répond à votre remarque, c'est-à-dire qu'effectivement, il est intéressant pour créer une proximité avec le client investisseur, bien souvent de communiquer sur son besoin, donc entre autres communiquer sur le sujet de régulation, on va parler de MIF 2 et de la situation critique des conservations de patrimoine sous MIF 2, et puis on va parler de Solvency 2 et également des contraintes des investisseurs. J'ai essentiellement parlé de communication sur des sujets marchés, mais bien évidemment, une partie des prises de parole, quand on doit être fondées sur également ce que le besoin de la cible de clientèle sans aucun doute. Je vais même renforcer votre idée en fait. Le problème de beaucoup de sociétés de gestion, c'est qu'elles pensent à la vente essentiellement. Alors qu'une vente, c'est un acte. Et demain, la vente, ça peut être un rachat. Ce qui est important, c'est la fidélisation du client. Donc je rejoins complètement ce que disait David. C'est qu'un client, on peut l'entourlouper une fois, mais après, vous l'avez perdu pour toute la vie. Donc la confiance et les messages qu'on transmet via nos marques à nos clients doivent être sincères, fondés et, encore une fois, être relatives à la vision stratégique de l'entreprise sur le long terme. C'est pas juste de se dire, tiens, ce mois-ci, on va être comme ça, et puis, bon, deux mois plus tard, les marchés ont changé, donc on va communiquer autrement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une marque, ça s'installe dans la durée. Si on change tous les 2 ans, il y a peu de chances qu'on suscite l'adhésion de la part de nos clients. J'ai une question sur le métier de la gestion pour compte de tiers. Sur gestion pour compte de tiers, c'est une activité qui est un peu différente dans le sens où la société de gestion est mandatée par ses clients. Donc c'est pas quand on dit qu'on vend un produit, c'est une chose, mais quelque part vous êtes mandaté par votre client pour faire un travail de gestion de portefeuille. Quel est l'impact sur la gestion de la marque? On se rend compte qu'il y a des professions qui n'ont pas le droit de faire de publicité, qui n'ont pas le droit de communiquer. Là, on pense à des professions plutôt libérales, les médecins, les notaires, les avocats et autres, et qui sont plus ou moins, donc ils peuvent être mandatés aussi. Et dans le cas de la gestion pour compte de tiers, donc, dans ce cas, si vous ne vendez pas, on vous confie un mandat. Comment ça se gère la commune marque? Je vous invite à consulter les 2 guides de l'AFG sur les réseaux sociaux et sur la communication sur la commercialisation des produits. Tout est strictement encadré par la MIF, ensuite par le guide, je vous l'admets, un petit peu ésotérique de l'AMF et très pédagogique de l'AFG. Juste pour ajouter un petit peu de couleur à tout ça, pour ceux qui n'ont pas lu. Il y a 2 choses. Donc déjà, comme vous dites très justement, et c'était le bon propos lorsque vous disiez il faut que la profession soit raisonnable dans son utilisation des réseaux sociaux, c'est que si on ne veut pas finir comme les médecins, si on ne veut pas finir comme les notaires, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Voilà. Donc il faut avoir une approche extrêmement mesurée, et il faut en avoir conscience. C'est pas parce qu'on est une société de gestion sur 634 qu'on a le droit de dire n'importe quoi, parce que malheureusement, on a bien vu que les réglementations de l'AMF, elles s'appliquent à 630 sociétés de gestion pour une. Ils veulent régler le problème qui a été créé par une société de gestion, et ils vous pondent une réglementation qui après crée des contraintes pour les 630 autres. Donc c'est vraiment à dessein que je parle de ça, parce que et on va régulièrement, à chaque instruction qu'on lit de l'AMF, on dit mais d'où ça sort? Et puis on va discuter avec eux, ils vous disent ah mais on a eu tel cas, telle société, tel machin qui a fait telle chose en telle année. Ok, mais pendant ce temps, il y a 630 sociétés de gestion qui travaillent bien, qui font bien leur métier. Donc pourquoi vous ne attaquez pas uniquement à celle-là? Ah non, mais bon, si une l'a fait, les autres peuvent le faire. Et oui, effectivement. Bon, donc ça c'est un premier point. Après, vous dites dans la gestion pour compte de tiers, en fait, il y a 2 activités. C'est que vous avez d'une part la gestion sous mandat, et auquel cas, effectivement, là vous en parlez, on a un mandat,
Et bien entendu, nous on ne communique jamais sur nos mandats de gestion. Tout d'abord parce que la plupart de nos mandats de gestion sont du sur-mesure pour répondre aux besoins d'un client particulier. Donc on a cette spécificité dans notre gestion sous mandat, c'est de l'utiliser pour véritablement faire du sur-mesure. Et j'utilise souvent cette métaphore, je dis, voilà, vous avez le sur-mesure, c'est la gestion sous mandat, et puis vous avez le prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter, c'est les OPCVM. Et là, pour le coup, sur les OPCVM, on est un peu plus dans une logique de produit. Parce que c'est le même fond pour tout le monde. Il faut en revanche que il faut faire connaître les caractéristiques de ce produit pour que l'investisseur puisse se dire « Ah oui, je me reconnais dans ce produit, donc je vais aller le prendre, je vais aller investir dessus, ça me correspond. » Et là, vous êtes obligé de le faire un petit peu connaître. Et c'est une démarche effectivement complètement différente de la gestion sous mandat. Dans la gestion sous mandat, nous, on va d'abord être à l'écoute du client, à l'écoute de ses problématiques, et on va lui construire un portefeuille qui lui convient à lui, et pas forcément à son voisin. Et, voilà. Je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre de vin, si ça vous convient. J'ai envie d'un verre de vin pour tout vous dire.